Vu que demain il y a Final Fantasy VII Rebirth qui sort, j'ai rejoué à tous les FF précédents. Parce que bien sûr, si vous ne faites pas Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avant, vous n'allez rien comprendre au scénario du 7. Oui, c'est comme ça que ça marche. Donc pour vous remémorer la mémoire, dans cette vidéo j'ai décidé de vous présenter les deux premières trilogies pour en faire une synthèse avec un regard neuf de 2024. C'est des jeux archi-cultes, donc on a vite fait de répéter les banalités d'usage quand on les analyse sous le prisme de l'époque de leur sortie. Mais ça je m'en tape. Ce que je voulais savoir, c'est malgré toute la nostalgie que je peux avoir pour cette série, est-ce que les épisodes 2D sont encore indispensables aujourd'hui ? Alors j'ai essayé de mettre mon affect de côté pour voir ce qui m'aurait saoulé si je les avais découverts à notre époque. Mais avant, ça me semble pertinent de vous partager mon histoire avec cette série pour que vous compreniez mieux mon parcours. Toute mon enfance, j'ai surtout été un joueur de console portable. Malgré tout, je connaissais l'existence de la série Final Fantasy, ne serait-ce qu'avec les pubs à la télé ou les magazines, mais j'avais aucune idée de comment ça se jouait, vu que c'était surtout des images de synthèse qu'on voyait. Donc quand j'ai appris l'existence d'une compilation Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Souls sur Game Boy Advance, je me suis dit, en toute logique, que ça tombait vachement bien. Ça devait sûrement être les meilleurs épisodes pour découvrir la série, vu que ça commencerait au tout début de l'histoire. Je devais avoir 11 ans. Dans le passé, j'avais déjà joué à des RPG sur Game Boy Color, sous la forme de Pokémon ou Harry Potter et la Chambre des Secrets. Mais j'avais jamais testé ce qu'on appelle plus communément des JRPG, donc c'était assez nouveau pour moi le fait d'avoir les mêmes personnages tout le long de l'aventure, devoir leur acheter de nouveaux équipements régulièrement, avoir une grande carte à explorer, bourrée de rencontres aléatoires, partout, et pas que dans les hautes herbes. Par contre j'avais déjà touché à Zelda, donc les donjons à plusieurs embranchements, ça me faisait pas peur. Je les trouvais même très simplistes dans Final Fantasy en comparaison. Et globalement, à tous les niveaux, en 2005, c'était déjà un jeu très simpliste. Mais pour moi, c'était nouveau. J'étais encore facilement impressionnable. Je peux pas non plus dire que c'était une très grande attraction, mais ça m'a amusé. Et surtout, ça m'a donné les bases d'un genre qui m'ont ensuite permis d'ouvrir la grande porte du monde des RPG. Si je joue encore autant à ce style de jeu aujourd'hui, bon, ça doit surtout venir du fait que Pokémon Bleu était mon premier jeu, mais je pense que Final Fantasy 1 n'y est pas pour rien. Ensuite j'ai fait le 2, que j'ai encore plus aimé pour son scénario et ses personnages, alors quand a été annoncé le remake de Final Fantasy 3 en 3D sur Nintendo DS, j'étais comme un ouf. C'était une sacrée évolution par rapport aux petits sprites de la Game Boy Advance. Et cette cinématique d'intro en images de synthèse sur le double écran avec la musique épique, oh j'en ai encore des frissons. J'ai rarement autant attendu un jeu de ma vie. Puis l'année suivante, c'était au tour de Final Fantasy IV de se faire remaker sur DS, contrairement aux 5 et aux 6 qui n'ont pas eu cet honneur. Et comme j'avais raté le coche pour acheter les portages GBA, c'est des jeux que j'ai fini par faire sur émulateur en même temps que le reste de la saga. À mon adolescence, c'était devenu ma série préférée avec Zelda, et depuis le temps j'ai dû refaire chaque épisode plusieurs fois, avant d'explorer d'autres horizons une fois que la série m'a lassé après son passage à la HD. Donc qu'est-ce qui m'a motivé aujourd'hui à me replonger dans ces premiers épisodes ? Déjà ça commençait à faire un petit paquet d'années que je les avais parfaits, et puis l'an dernier je me suis acheté la version physique de la compilation Pixel Remastered, que j'ai importé d'Asie vu que c'est sorti qu'en dématérialisé chez nous. Et mine de rien, payer une petite somme, ça motive à s'investir. À la base, je songeais à me refaire que les épisodes 16 bits, mais là tant qu'à faire, j'étais même chaud de me refaire la trilogie NES, ou Famicom devrais-je dire. Donc cette mini rétrospective, je l'ai faite sur les versions Pixel Remastered, vu que je les connaissais pas, mais ça me semble pas intéressant de vous en montrer du gameplay. Parce que dans cette compilation, tous les jeux ont les mêmes graphismes, ça va vite devenir redondant. Et surtout, dans cette série de vidéos, où je rejoue à plein de jeux à la suite, j'aime bien quand on peut constater comment les graphismes ont évolué d'année en année. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'illustrer mes propos avec du gameplay des versions originales, même si bien sûr aujourd'hui c'est vraiment pas celle que je vous recommande. C'est ça qui est à la fois bien et pas bien avec Final Fantasy, c'est qu'il y a une multitude de versions sur plein de consoles différentes pour chaque épisode, surtout les premiers, mais chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et ça serait trop long de tout lister ici. Donc même si ces derniers mois j'en ai profité pour comparer plein de versions, afin de voir si la Pixel Remastered était bien la meilleure, ça sera pas l'objet de cette vidéo. Et pourtant c'est pas l'envie qui me manque de vous présenter les versions WonderSwan, exclusives au Japon que j'ai achetées l'an dernier lors de mon voyage là-bas. Non, je vais essayer de rester simple, parce que je fais pas cette vidéo pour les puristes, qui la critiqueront dans tous les cas. La seule prétention de cette vidéo, c'est de vous partager mon classement des épisodes que je trouve les plus intéressants à revisiter aujourd'hui, quand t'es pas déjà un expert. Générique.
Voici le premier Final Fantasy dans sa version NES. Aujourd'hui, c'est horrible. Le jeu est ultra lourd, les attaques ratent tout le temps, les animations sont beaucoup trop lentes, donc chaque combat s'éternise, c'est un calvaire cette première version. Autant le premier Super Mario Bros, ça reste pertinent de se le faire sur NES, quand bien même il y a eu un remake sur Super Nintendo, le game feel original reste intéressant. Alors que Final Fantasy, c'est pas un jeu d'action, c'est juste bouger un curseur dans des menus, donc en termes de game feel, il y a rien qui peut justifier de se taper cette version-là, plutôt que tous les remakes qui ont suivi. Donc je vais partir du principe que si vous y jouez, ça sera sur une version plus récente et donc bien plus agréable à tous les niveaux. Ce qui différencie ce premier FF de, disons, le premier Dragon Quest, c'est que t'as direct 4 persos dans ton équipe et pour chacun d'eux tu choisis un job, une classe si tu préfères. Donc rien que ça offre une liberté dans ton build, et une super rejouabilité à chaque fois que tu veux te refaire l'aventure. Mais gardez en tête que FF1, c'est un peu JRPG le jeu vidéo. C'est hyper old school, le scénar c'est quasiment le néant. Il y a un côté très vanilla, donc ça a un charme malgré tout, avec les sprites mignons et les chouettes mélodies. De là à s'y investir 20 heures, je pense que vous avez mieux à faire si vous découvrez la série. Un point d'intérêt. Sinon bien sûr, si vous avez déjà joué à plusieurs épisodes, c'est toujours cool de découvrir les origines de la licence et voir ce qui était déjà là. Aussi étonnant que ça puisse paraître, FF2 s'éloigne un peu de la formule classique du premier. On contrôle plus des coquilles vides, mais des personnages avec chacun leur personnalité. Donc ils ont un prénom par défaut, contrairement au 1, l'histoire est plus intéressante, les dialogues aussi. D'ailleurs, à jeu original, il y a maintenant des mots-clés que tu peux enregistrer dans les discussions, dont tu te sers ensuite pour questionner d'autres PNJ. C'est pas très poussé, mais ça change la dynamique de certains dialogues pour un jeu de cette époque. La construction de la map monde aussi est différente puisque dès le départ, c'est presque un open world, c'est très ouvert, quasiment toutes les zones sont accessibles, et donc ça peut vite devenir hardcore la première fois que tu le fais et que tu te perds. Ajoute à ça les combats aléatoires tous les 3 pas pendant que tu tournes en rond et t'auras très vite envie de passer au jeu suivant. C'est là que la version Pixel Remastered arrive à la rescousse puisque t'as une touche pour désactiver les rencontres aléatoires le temps de retrouver ton chemin. La grosse originalité de Final Fantasy II, c'est que tes héros n'ont pas de niveau. C'est tes capacités qui level up à mesure que tu les utilises. En gros, FF1 avait un système de job prédéterminé pour tes persos, et dans le 2, tu te fabriques toi-même ton job en cours de jeu. Par exemple, plus un héros utilise la magie, plus ses sorts deviennent forts, et donc naturellement, il devient un mage. Mais si tu l'équipes qu'avec des haches en mode full attaque physique, ça va devenir une sorte de barbare. On sent que c'était les débuts du JRPG et que les normes du genre étaient pas encore totalement gravées dans le marbre. On pouvait se permettre d'expérimenter. Mais donc c'était encore un peu hasardeux niveau équilibrage, tu peux totalement cheater le système. Pour la petite histoire, quand j'étais enfant, je me suis perdu à l'autre bout de la world map à cause d'une virée en chocobo. Oui, c'est l'épisode où ils sont apparus. Je me suis retrouvé bloqué dans une zone endgame avec des monstres impossibles à battre, seulement j'étais à côté d'un village qui vendait de la magie endgame justement. Donc en resetant chaque combat pour avoir une bonne configuration de monstres, en spammant la magie et en priant pour que ça passe, j'ai réussi, après de nombreuses tentatives, à m'enfuir de cette zone de mort. Mais résultat, je me suis retrouvé avec une équipe surpuissante quand il s'agissait de lancer des sorts. Et donc ensuite, j'ai roulé sur tout le reste du jeu. Mais je trouve ça fun ce côté expérimental. Encore aujourd'hui, ça le distingue dans la série. C'est un jeu qui a une certaine personnalité, notamment grâce à ses héros, comme je vous le disais plus tôt. Scénaristiquement, c'est plus poussé que le premier. T'as 3 personnages à plein temps dans ton équipe, et le 4ème, il change régulièrement en fonction de l'intrigue. Donc ça varie. Je comprends qu'on puisse ne pas accrocher à cet épisode, mais il a au moins le mérite de pas ressembler à tous les autres, donc je l'ai trouvé intéressant. 2 points d'intérêt. Final Fantasy 3 aura-t-il 3 points? C'est ce qu'on va voir. Déjà, ça m'a fait bizarre de pas le voir en 3D. Je connaissais que la version DS, donc c'était drôle d'avoir l'impression de jouer à un D-Make. Dans l'esprit, FF3, il revient vraiment sur les bases du premier, avec les 4 mêmes sprites sans identité qui te servent d'équipe. C'est le retour des jobs, mais à la différence du premier, il y en a plus. Et tu peux les changer en cours de partie. C'est ça l'intérêt du jeu, régulièrement changer de classe pour déverrouiller de nouveaux pouvoirs. Mais pour tout le reste, c'est tout aussi archaïque que les précédents. Et j'ai trouvé qu'à ce stade, c'était un peu l'épisode de trop en termes de construction de la progression. C'est les mêmes éléments de level design, mais réagencés différemment. Comme dans une ROM hack, avec toujours autant de combats aléatoires interminables, et une difficulté plus élevée. On va dire que je suis mauvaise langue parce que la map est plus dense, avec plusieurs dimensions, mais j'insiste, je trouve que malgré tout la logique de progression reste identique. Le seul truc qui change vraiment, c'est que maintenant faut fouiller tous les murs parce qu'ils aiment bien planquer des couloirs cachés. Vous l'avez compris, cet épisode m'a pas convaincu, mais avec un peu de recul, ces quelques nouveautés en font quand même un jeu légèrement supérieur au premier. Malgré tout, je vais rester sur un point d'intérêt.
Par contre, je vais pas rester sur Famicom, puisque là, on passe à la next gen. Et rien qu'avec les musiques, tout est tout de suite plus épique. Côté gameplay, on abandonne le système de tour par tour classique des 3 premiers, où tu commençais ton tour en donnant des ordres à tout le monde, comme dans un Dragon Quest, et ensuite c'est le jeu qui calculait qui tapait dans quel ordre. Là, on passe à l'Active Time Battle. En gros, dès qu'un perso a sa jauge remplie, il peut attaquer immédiatement. Mais si tu touches pas à la manette, les ennemis continuent de t'attaquer, donc les rencontres sont plus dynamiques, et plus intenses parce qu'il faut pas traîner. Surtout que maintenant, t'es plus limité à 4 persos en combat, ça peut monter à 5, pour la première fois dans Final Fantasy. Ça marche très bien ce nouveau système de combat, sans dénaturer la série. Là où il la dénature, c'est qu'on a enfin des persos qui ont du charisme. Chacun a son propre sprite unique, on ne choisit plus son job manuellement, mais chaque héros en a un défini par rapport à l'histoire. Chevalier dragon, invoqueur, moine, etc. Et il y a quand même une dizaine de persos jouables. Mais comme il n'y a pas 10 slots dans ton équipe, ils se relaient dans le scénar. Ça va, ça vient, donc c'est varié, ça change les options en combat en fonction d'où t'es dans l'aventure, puis à la fin tu composes ta team comme tu veux entre tous tes persos disponibles. Donc en vrai, c'est comme si les jobs existaient encore. Construire son équipe, c'est faire des choix. Choisir, c'est renoncer. De la même façon que dans FF3, en choisissant une classe, tu renonçais à en utiliser une autre, donc ça revient un peu au même au bout d'un moment. À la différence près que ces jobs imposés par personnage, je le redis, ça leur donne grave de la personnalité. Ça se limite pas qu'au gameplay, ça participe à la construction de leur identité dans l'intrigue. C'est comme suivre un film, on veut savoir ce qui va advenir de chacun d'eux. Et en ce sens, Final Fantasy IV atteint des nouveaux sommets niveau narration. Pour la série déjà bien sûr, mais même à l'échelle du jeu vidéo de l'époque. En 1991, trouvez-moi d'autres jeux aussi bien écrits, avec autant de personnages, des scènes qui véhiculent une telle émotion, portées par une bande-son aussi épique que mélancolique. Stop! Dans cette vidéo, je m'en fous du passé. Je juge les jeux pour ce qu'ils sont aujourd'hui, pas pour ce qu'ils étaient à l'époque. Donc forcément, le scénar est tout de suite moins impressionnant. Là où il se démarque en revanche, c'est que la plupart des RPG aujourd'hui sont beaucoup trop longs. Et donc font durer leur scénario trop longtemps aussi. Parfois, faut attendre des heures avant qu'il se passe quelque chose, qu'on te présente les enjeux. Entre temps, ça peut être bourré de dialogues insignifiants et ennuyants. Alors que FF4, il va à l'essentiel direct. C'est un jeu bien écrit et qui va vite. Donc j'ai trouvé ça très rythmé. Rapidement, il y a des twists, des injustices. Tu comprends que les protagonistes ont des motivations différentes. Et il a direct su capter mon attention comme aucun autre FF précédemment. Moi, c'est comme ça que j'aime cette série, avec cette formule. Par rapport à mes goûts et ce que j'en attends, à mes yeux, c'est lui, le Final Fantasy originel, qui arrive à allier bon gameplay avec scénario prenant. Et encore aujourd'hui, c'est plutôt convaincant. Il est assez court en plus, il s'enchaîne bien, surtout dans ses dernières éditions. Donc au rayon des RPG old school, c'est un de ceux qui s'en tire le mieux, je trouve. 3 points. Final Fantasy V, scénaristiquement malheureusement, j'ai l'impression de revenir sur NES. On redescend à 4 personnages principaux, et les dialogues, les enjeux, les tiraillements intérieurs, c'est beaucoup plus simpliste que dans le 4. Ce qui est pas simpliste en revanche, c'est le système de job qui fait son grand retour dans une version encore plus riche que dans le 3, puisque tu peux maintenant combiner les pouvoirs de 2 jobs différents sur un même perso. Et sachant que t'en as 4 dans ton équipe, ça donne une bonne palette d'options pour construire une team atypique. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce système. Mais pour moi, le gameplay et les combats, c'est quelque chose qui doit te divertir pendant que t'avances dans l'aventure. Et si l'aventure en elle-même n'est pas captivante, en ce qui me concerne, c'est pas plus de customisation dans mes héros qui va me garder motivé. Parce que mine de rien, on reste sur du combat au tour par tour bien connu, c'est plus trop une attraction en soi aujourd'hui. Et les logiques de progression, que ça soit dans la world map ou les grottes, c'est encore et toujours les mêmes. Dans cette rétrospective, sur la partie exploration, j'ai l'impression de rejouer à chaque fois au même jeu. Mais pour sa défense, dans Final Fantasy V, il y a ma musique de combat préférée. Et puis en vrai, je suis un peu dur quand je le compare à un jeu NES. Les persos ont quand même bien plus de personnalité que dans le 3. C'est pas juste 4 sprites copier-coller. Et même quand tu changes de job, visuellement, chaque héros reste reconnaissable. Ils sont même trop mignons. Mais quand je sors de FF4, je vois ça comme une régression. Je vais lui donner que 2 points d'intérêt à notre époque. Dans le sens où c'est pas un mauvais FF, mais pour moi, à l'échelle du jeu vidéo, c'est qu'un RPG au tour par tour de plus. Et c'est pas son système de job qui me permet d'oublier la centaine de jeux dans le même genre qui existent sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur PC Engine CD, sur la génération 32 bits ou encore tous les RPG indés récents qui s'inspirent du passé. Aujourd'hui, en l'an
qui est écrit sur ton téléphone. Si tu veux jouer à un vieux RPG japonais au tour par tour et que t'as prévu de mourir dans les 6 prochains mois, FF5 reste bon mais tellement moins prioritaire que d'autres. Bon, je sens que depuis le début de cette rétrospective, je suis en train de mettre sous assistance respiratoire un paquet d'FF fanboys qui m'écoutent. Je pense qu'il est temps d'apporter un peu de contradiction à cette vidéo. Et ça tombe bien, je crois avoir trouvé le seul humain dans ce pays pour qui Final Fantasy V, c'est le meilleur. Le créateur de contenu passionné de Final Fantasy, Chocobo in Space. C'est à toi. Je pense que Final Fantasy V est le jeu le plus emblématique d'une saga de 150 jeux. Et je ne suis pas sûr que le limiter à son pays d'origine soit la meilleure façon de lui rendre service. C'est lui qui a nommé un de ses personnages clés Gilgamesh, même s'il reste japonais dans l'esprit, et comme ce personnage, il sert de pont entre les différentes galaxies de l'univers FF. Final Fantasy c'est une série conçue pour parler à tous, et ça me fatigue d'entendre des gamers dire je ne joue pas à Final Fantasy parce que c'est japonais, parce que c'est tellement contradictoire avec le message de ces jeux, et ça s'est répandu comme un virus ces 10 dernières années. Mais ce qui fait briller Final Fantasy en tant que saga, c'est son caractère œcuménique et ses influences universelles. Pourtant, s'aventurer en dehors de sa niche, c'est précisément la raison d'être de Final Fantasy V, et c'est l'histoire du personnage de Bartz, son protagoniste dont le nom d'origine était Bots. Le jeu tente de démontrer qu'une histoire trop riche n'est pas une fin en soi, et c'est sur le ton de l'aventure, avec un certain goût pour la simplicité, qu'il faut s'y plonger. Il a une intro moins dramatique que Final Fantasy IV et Final Fantasy II, et il s'engage sur une voie plus proche de celle de Final Fantasy III. Les enjeux sont pourtant là et Exdeath, l'antagoniste, est littéralement le premier méchant à parvenir aussi loin dans son plan. Sur ce point, le 5 est au moins aussi sombre que les deux opus susmentionnés, le 4 et le 2, proposant eux aussi des exemples de destruction cataclysmique, mais rien à l'échelle du néant qui s'empare de deux mondes fusionnés en un et engloutit des villes entières. On tombe facilement dans le piège du ton enjoué des dialogues et de ses couleurs très saturées, moins sombres que Final Fantasy IV ou Final Fantasy VI, et sur une colorimétrie plus brillante, presque cartoonesque. Mais si tu grattes un peu, non seulement tu trouves des thématiques propres à la saga Final Fantasy, comme l'amnésie, la question de l'identité, l'apocalypse et la disparition de la magie, la mort de la planète, les dilemmes moraux et le sacrifice. C'est un jeu touchant quand on ne s'attend pas à une histoire qui claque en mode blockbuster. Final Fantasy V n'est pas une régression, c'est juste une approche différente du récit et de la narration. Et ce n'est pas au goût de tout le monde. A priori, le public préfère les entrées fracassantes, et pourtant le jeu commence avec une météorite qui se crache sur la planète. Bref, Final Fantasy V, à titre personnel, je le classe parmi les meilleurs, la génération SNES étant la plus folle à mes yeux, et le 5 a en particulier servi de fondement pour le gameplay de tous les suivants. Plus on débloque des capacités, plus on se rend compte des combinaisons les plus redoutables. Avec l'ajout de nouvelles classes dans la version Advance, on peut même se mesurer à des super boss, sachant que le 5 a été le premier à les introduire. D'ailleurs, pendant que j'y pense, le 5 a été le premier à introduire des ennemis directement visibles dans ses donjons. Évidemment, quand tu as joué qu'aux entrées principales, tu passes à côté de l'impact qu'a pu avoir ce jeu, l'un des préférés des fans japonais d'ailleurs. Comme je le dis souvent, jouer aux 16 entrées principales, c'est pas un marathon, c'est juste l'échauffement. Et plus tu tomberas dans le terrier du lapin Final Fantasy, un lapin mycidien sûrement, plus tu te rendras compte de son importance. Mais c'est un jeu immensément riche derrière son humilité, la plus belle leçon qui m'est enseignée. Et on termine la trilogie SNES avec Final Fantasy VI, pour lequel j'ai un avis pas du tout original. Déjà direct, ce qui m'a frappé après le 5, c'est le ton bien plus dark. Mais pas en mode émo rebelle. Tu comprends vite que la situation est grave dans ce monde. Et en ce sens, l'ambiance sonore, dès la première heure, elle est parfaite. Même le reste du jeu en fait. Je continuerai bien sûr de prêter allégeance au thème de combat de FF5, mais le thème des boss de FF6, mamma mia! Et dans l'ensemble, toute l'OST est un sacré cran au-dessus j'ai trouvé. La qualité des compositions rend hyper bien, même sur un hardware 16 bits. C'est une prouesse, et ça accompagne à merveille la variété de sentiments que veulent te transmettre les nombreuses scénettes. Mais c'est pas que mes oreilles qui ont été touchées, mes yeux aussi quand j'ai vu le step-up graphique. Les sprites sont bien plus gros, même pour les persos, les villes et les décors sont beaucoup plus détaillés, jusque dans la mise en scène. Les plans de caméra sont très ambitieux pour un jeu de cette époque. Et oui, j'ai dit plan de caméra pour parler d'un jeu 2D 16 bits. C'est que dans le rendu, les artistes ont réussi à faire ressortir une profondeur qui le distingue de tous les autres RPG de cette génération. Déjà, l'utilisation du mode 7 sur la world map, c'est hyper cool. Quand t'es en véhicule ou à Chocobo, la caméra tourne en suivant le dos de ton perso, mais même dans les zones avec des super plans fixes, qui me rappelleraient presque les décors fixes pré-rendus de la trilogie suivante, du moins dans leur symbolique. À bien des égards, FF6 se rapproche plus d'un RPG PlayStation. Alors oui, ces graphismes le trahissent, il n'y a pas une bande-son qualité CD, ni des cinématiques en images de synthèse, mais vous m'avez compris, en termes d'ambition, si tu fais la même chose ludiquement et artistiquement sur une PlayStation, personne te dira que ça n'est pas un jeu à la hauteur d'une 32 bits.
contrairement aux 5 jeux précédents. Final Fantasy VI, c'est un jeu très généreux. Non pas qu'il soit trop long, il offre une aventure dense, extrêmement rythmée, avec plein de protagonistes hauts en couleur qui se relaient à différents moments de l'aventure. Il n'y a pas un héros principal, et c'est ça qui est génial. À plusieurs reprises, le groupe se sépare, se retrouve, se divise en plusieurs petits groupes, que tu incarnes à tour de rôle dans des situations parfois très différentes les unes des autres. C'est beaucoup moins monotone que les opus précédents. Et c'est pas faire de la complexité juste pour crâner sans que ça change quoi que ce soit au plaisir ressenti en tant que joueur. Non, j'ai trouvé que c'était le Final Fantasy 2D le plus amusant à jouer, grâce à ses phases variées et son game design. Au niveau des combats, pas vraiment de changement, et comme on retourne sur des héros avec des personnalités très marquées jusque dans leur gameplay, ils ont tous un job attitré avec un move signature. Ils se distinguent les uns des autres, donc c'est toujours un événement d'en débloquer un nouveau. Mais si vous aimiez la personnalisation du 5, le 6 n'est pas en reste. Entre les 2 slots d'accessoires pour chaque héros qui permettent vraiment des stratégies variées, et le système de chimère qui autorise tous les persos à apprendre tous les sorts, au final ton équipe est ultra personnalisable, tout en gardant sa personnalité. Le meilleur des deux mondes. Et puis même les villes ont une identité grâce à leur architecture variée. Dans le passé, les villages et les châteaux se ressemblaient un peu tous, mais dans FF6, je les trouve bien plus mémorables. Pareil pour les donjons qui sont mieux designés avec plus d'interactivité. Bref, il reprend tout ce que j'ai aimé du 4 et le perfectionne avec brio. Il y a un tel niveau de maîtrise, tu sens qu'après 5 épisodes, c'est bon, ils étaient rodés, prêts à passer à la nouvelle génération. Et à bien des égards, FF6, il a instauré les bases très solides sur lesquelles les épisodes PS1 vont s'appuyer, que ça soit au niveau de la narration, de la variété des situations, et de la progression qui change enfin de l'éternelle structure village, plaine, grotte, village, plaine, grotte. Final Fantasy VI, c'est mon RPG 16 bits préféré. Il était tellement en avance sur son temps qu'aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, il est toujours très convaincant dans son genre, même sans le remettre dans son contexte de sortie. Et ça c'est fort. 4 points d'intérêt. Parce que malgré tout, il reste quelques phases laborieuses qui trahissent son âge. Il a des petites lacunes dans sa version originale, que tu peux heureusement corriger dans la Pixel Remastered. Moi je fais partie de ceux qui aiment bien ces versions, vu que tu peux désactiver les rencontres aléatoires, mettre les combats en automatique, activer les multiplicateurs d'expérience pour accélérer les phases de level up. Puis c'est pas grand chose, mais tu peux bouger en diagonale, donc c'est plus ergonomique quand tu joues au stick. Il y a le choix entre les musiques originales ou des versions réarrangées, il y a des sauvegardes automatiques, très utile ça quand le jeu te fait des coups de pute, il y a une minimap dans le coin de l'écran, c'est pratique aussi, l'image est en 16 neuvième, et puis le jeu est beau. Il dénature pas l'original en gardant ses gros pixels, mais il ajoute quand même des petits effets visuels modernes comme des particules ou des reflets de lumière dans l'eau, tout en gardant cette pixelisation. Et je trouve que ça rend bien. Pour la scène de l'opéra, ils se sont donnés, ils ont même mis des vrais plans de caméra en 3D, et des voix doublées en français. Mais c'est que pour cette scène. Quand je vois le résultat, j'aurais kiffé qu'ils fassent ça régulièrement dans les 6 jeux. Mais non, si vous voulez de la 3D, va falloir se diriger vers les 10 épisodes suivants que je vais vous présenter un jour. Mais va falloir me laisser quelques années. Pour conclure sur les épisodes 2D, j'arrive à identifier 2 trilogies, et pas forcément par console. Les épisodes impairs, 1, 3, 5, sont ceux que je conçois comme orientés full gameplay, ceux qui mettent le plus en avant la configuration des jobs. Et les épisodes pairs, 2, 4, 6, c'est ceux qui approfondissent le plus le scénar ainsi que les relations entre les personnages. Et à la vue de cette tier list, vous avez vu ce que moi je valorise le plus dans cette série. Merci à Chocobo in Space d'être venu complimenter FF5, et merci de m'avoir fourni quelques vidéos de gameplay. Si ça vous intéresse de voir ce qu'il fait sur sa chaîne en termes d'actu, d'analyse et de rétrospective, je vous mets le lien ici.